Bienvenue dans le 56cast, 19e du nom. Cette semaine, on va parler de l'Oculus Rift et de Facebook. Vous êtes déjà au courant. On va parler de ce réseau social qui va se lancer dans la réalité virtuelle. C'est formidable. On parlera aussi dans le potager du web de 2048. Donc, si vous n'avez pas commencé, passez cette partie-là. Autrement, vous allez perdre. Voilà, n'écoutez pas. Vous allez perdre des heures, des jours de votre vie, c'est horrible. Si on a le temps, on parlera de l'UFC Que Choisir qui attaque Twitter, Facebook et Google. Et enfin, dans le quartier libre, nous avons le plaisir de recevoir Adrienne Alix de Wikimedia France qui nous parlera du Wiktionnaire. Dictionnaire avec des mots. Bonjour Adrienne. Bonjour Erwan. Bonjour Camille. Bonjour. De quoi on va pas parler? On va pas parler de Kim.com qui est dans une forme éblouissante en ce moment, puisqu'il fonde son parti politique en Nouvelle-Zélande. C'est le parti de l'Internet. J'adore ce nom. J'aurais préféré des internets. Tu vois, le parti des internets. Ou des interwebs. Le parti des interwebs. Du darknet. Et donc un mouvement pour la liberté de l'Internet et de la technologie, pour le respect de la vie privée et des réformes politiques. Mais quelque part, ça se rapproche du parti pirate en fait. Ouais, mais c'est... Mais c'est de l'internet. Ouais, voilà, c'est plus positif a priori. Ouais, on est parti de l'internet. On parlera pas toujours de Kim.com, qui veut introduire Mega en bourse. Non, à mais... Wall Street, je suppose. Le connaissant, je pense qu'il va aller au Nasdaq. Direct. Il a peur de rien et il a un problème d'ego, ce monsieur. Mais en même temps, il est génial. On va pas parler du chômage en France, non, parce que le chômage a augmenté de 0,9% en février. Pour l'instant, quel est le rapport? Mais celui des informaticiens a baissé de 1,7%. Vous savez quoi faire dans la vie. D'ailleurs, en fait, on va signaler le rapport Tariq Krim, dont il faudra qu'on reparle, rendu à Fleur Pellerin la semaine dernière, oui. Qui liste les 100 informaticiens marquants en France. C'est assez rigolo, c'est vrai que sa logique est assez intéressante de valoriser les codeurs. Ouais. Voilà. On parlera pas de Google qui annonce un partenariat avec, attendons, je lis ma fiche, Luxottica, le fabricant de lunettes à l'origine de la marque Ray-Ban. Oui, parce que les Google Glass c'était laid, donc il faut... On va avoir des Google Glass Ray-Ban, quand ça sera C'est-à-dire on vraiment aura des Google commercialisé. Glass LED, mais avec la marque Ray-Ban. Eh ouais. Ouais. King, le créateur de Candy Crush, on en avait parlé dans les non-news de la dernière fois, est donc entré en bourse, comme il l'avait prévu, mercredi dernier. Et le jour même de son entrée en bourse, il a lol. fait moins 15%. C'est la pire entrée en bourse depuis 15 ans pour une marque majeure à Wall Street. Voilà. J'ai pas dit bien fait. J'ai pas dit bien fait. Au salon NetExplo qui se tenait la semaine dernière, il y a eu plein de ce qu'on appelle des innovations, notamment un logiciel d'intelligence artificielle censé remplir le rôle d'un psychologue. C'est pratique. Une imprimante à greffe de peau, ça c'est beaucoup plus intéressant. Et enfin une sucette numérique. Je sais pas si vous avez vu, alors ils appellent ça le numérique lollipop. En fait, ils créent avec des électrodes, ils recréent le goût sur la langue. Après, pour l'instant, ils ont que 4 goûts, je crois. C'est sucré, salé, amer, acide. Il n'y a pas sucré, salé, amer, acide. En fait. C'est avec des électrodes. Mais on peut pas encore faire fraise et chocolat, quoi. Et ça n'a pas vraiment la forme d'une sucette. C'est juste, tu te fous des électrodes sur la langue. C'est du coup. Et c'est un début. Ouais, c'est un début. J'attends ça qu'on arrive à recréer les goûts et les odeurs numériquement. J'attends que ça. Et ça intéresse notamment à des applications en réalité virtuelle. Je peux raconter un truc totalement perso qui a rien à voir, mais j'ai pas envie de le dire. Vas-y. Quand j'étais petite et que je passais à côté des boulangeries avec la bonne odeur de pain qui sortait, je fantasmais totalement sur un truc. C'était un baladeur enregistreur d'odeurs où je pouvais me faire une cassette de mes odeurs préférées, genre le beurre dans la poêle ou l'odeur de la boulangerie. Et après, je me les repasse. Ah ouais. Mais ouais, bah je suis sûre écoute, que ça va exister un jour. J'attends, mais avec une impatience. C'est le début. C'est le début. Ouais, et sinon on va pas parler de Facebook qui crame 2 milliards pour racheter un casque. Hein? On va peut-être en parler quand même. En fait, on va en parler et c'est l'actu du jour. Et c'était la blague d'Erwan. Ouais. Bon, ça va, assume un petit peu, c'est Non, marrant. je l'assume pas, c'était nul. C'est l'actu. Je voudrais que tu introduises le sujet de la même manière que tu as introduit ton article dans Libération sur le sujet. Oui. Pour comment ça s'est passé que Facebook rachète un casque de réalité virtuelle. T'as une théorie. Ouais, dans Libération, j'ai imaginé en fait une scène entre un certain Mark Zuckerberg et un certain Yann Kuhn. Yann Kuhn, propriétaire de WhatsApp, donc il avait invité Mark pour lui montrer son dernier casque de réalité virtuelle. Et Mark Zuckerberg, hyper emballé, il a dit « Oh, c'est génial et tout ça, j'achète ». Yann lui a dit c'est $350. Non mais t'es con, j'achète la boîte. Et c'est un peu ça qui a dû se passer. Il n'y a pas tant d'explications. Et voilà, il lui a dit ouais mais ils veulent beaucoup, ils sont hyper tendance, ils veulent 2 milliards. Et lui il a répondu mais tu
te rends pas compte, j'ai 2 acheté milliards, quoi. Lol. le mois dernier, j'ai acheté un système de SMS communautaire pour 19 milliards. Je peux bien acheter un casque virtuel de milliards. Et en fait, ça a dû se passer comme ça. On n'a pas d'autre explication. Non, parce que Facebook, le jeu vidéo, c'est pas super... Bah, en fait, sauf que un podcast l'année dernière à Japan Expo avait quand même prévu que Facebook rachète Nintendo. Oui, on a notre théorie C'était nous. selon laquelle Mark Zuckerberg, un jour, va piquer un gros caprice et racheter Nintendo. Bon, bah, il a racheté Moi, je pense Oculus que Rift. c'est l'apéritif, là, ça va venir. C'est On est c'est totalement l'apéritif. dans le vrai. Donc en fait ils ont racheté l'Oculus Rift. L'Oculus Rift en fait si vous ne connaissez pas, mais bon vu qu'on est entre autres sur No Life, vous devez un peu connaître. Il s'agit d'un casque de réalité virtuelle qui a été présenté en 2012 à l'E3, qui a fait sensation. Après il a fait un Kickstarter pour la version de travail, en fait pour acheter une version de travail pour $300. C'était pas si cher que ça pour un casque un peu le meilleur casque de réalité virtuelle. Ça a cartonné, ils ont récolté environ 2,5 millions de dollars. Ensuite les casques ont été envoyés, ça a convaincu tout le monde, même si c'était pas génial, la définition de l'image n'était pas assez importante, il y avait quelques petits défauts. Et mais... ça a convaincu Elvis aussi. Et ça a convaincu, ah oui, pour voir ce que c'est, ça a convaincu Elvis, dont on parlait il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, avec What Does the Fox Say. Alors, Elvis, ils ont un talk show en Norvège, c'est ça. Donc, en fait, la vidéo est en norvégien, mais on n'écoute jamais assez de norvégien dans la vie. Donc, ils ont fait tester l'Oculus Rift à un de leurs invités. On regarde. Jævlig! Fy fader. Nei, Gå og se ned, da. ja, jeg veit det. Jeg prøver. Nei, godt av banen, altså. Nei. Å, herre. Å, det er jo flere hundre meter der, J'adore jo. le norvégien. C'est sûr Ja, que det er det. Nå skal vi ned der. Nei, 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 nei. Jo, det skal vi. Nei, nei, nei. Jo, nei, nei. Nei, 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 nei. Å, herregud. Å, fy faen, det er helt ille. Det er helt jævlig. Nei, Gud. 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 Det er det verste jeg har vært med på. Herregud, da. Nei, men i all verden. j'ai tellement envie d'essayer. L'Oculus Rift, c'est ça. Donc en fait, là, il y a eu quelque chose comme 7 ou 8 000 exemplaires de cet Oculus Rift, un peu version alpha, qui ont été distribués aux backers. Et en fait, ça a convaincu tout le monde. Ils ont retravaillé dessus, ils ont augmenté la définition, technologiquement, ils ont augmenté la sensibilité, le gyroscope, etc. Ils ont fait plein... Et notamment, ils ont recruté un certain John Carmack, de Doom ID Software, enfin une des stars du jeu vidéo. Et donc ils ont fait leur DevKit 2, DK2, qui a été mis en ligne genre le 21 mars. DevKit, c'est donc un exemplaire pour les développeurs pour que les gens puissent travailler dessus et développer Voilà. leurs propres jeux et applications. Et là, 75 000 précommandes, donc gros carton. 4 jours plus tard, Facebook a annoncé le rachat pour $2 milliards. Et là, grosse gueule de bois chez les gamers qui sont tous dégoûtés. Il y a Marcus Persson, le créateur de Minecraft, qui dit immédiatement sur Twitter qu'il annule tout partenariat avec l'Oculus Rift parce qu'il comptait porter Minecraft sur l'Oculus, il arrête tout. Il déteste Facebook et il dit que la seule chose qui intéresse Facebook, c'est son nombre d'utilisateurs, c'est absolument pas le jeu vidéo, qu'il leur fait pas confiance et qu'ils aillent se faire voir. Et tout le monde est dégoûté. Il y a même des gens sur Kickstarter qui veulent se faire rembourser parce qu'ils estiment qu'ils ont investi pour une boîte qui finalement est rachetée par Facebook, qui se sont fait arnaquer. Mais bon, ils ont acheté le casque, quoi. Ils ont acheté le casque, mais quelque part, il y a aussi ce qui... Finalement, je pense que le meilleur résumé de cette ambiance-là, c'est qui l'a dit, c'est sur boingboing.net, Dean Putney, qui dit: le financement participatif et le soutien public pour Oculus Rift laissaient espérer que la prochaine révolution technologique puisse être un projet d'amateurs enthousiastes et non de capital risqueurs et de multinationales. Je pense que c'est ça qui motivait les gens, c'est le truc qui vient de nulle part, qui va révolutionner un peu le jeu vidéo. C'est une sorte de bac à sable indépendant, une espèce d'expérience collective qui motivait tout le monde. Et là, le fait que Facebook, qui est juste l'exact inverse de l'expérimentation et de l'ouverture, mettre la main dessus, ça les a dégoûtés. Alors la grande question... ils vont en faire quoi Voilà, c'est la grande question, c'est qu'est-ce que va faire Facebook d'un casque de réalité virtuelle. Alors il parle, en fait le communiqué est de Mark Zuckerberg qui a écrit sur sa propre page Facebook et de Facebook est un exemple de on sait pas. En fait, c'est finalement pourquoi Bah pourquoi pas, hein. On avait 2 milliards, on savait pas trop quoi en faire. Et c'est ça, parce que, alors ils disent oui, c'est le futur, il y a un grand engouement, et puis en fait il va y avoir des applications dans les médias, dans l'éducation, dans les communications et tout ça. Sauf qu'en fait on se rend compte que c'est un grand fantasme, c'est le grand fantasme de l'avenir version réalité virtuelle. Alors,
Moi, je ne nie pas du tout l'intérêt d'Oculus Rift dans le cas de jeux vidéo en vue subjective. C'est une certaine catégorie de jeux vidéo. Parce que jouer à Last of Us avec un Oculus Rift, on s'en fout un petit peu. Mais le truc, c'est qu'on est dans le grand fantasme des années 95, à peu près. C'était le grand fantasme de la réalité virtuelle, où on imaginait tout le monde avec un casque sur les yeux. On a vu que ça ne prendra pas, ou en tout cas pas tout de suite, et en tout cas pas avec des parallélépipèdes de 2 kilos devant les yeux. Ça, c'est évident. Donc, on est dans le grand fantasme. Mark Zuckerberg voulait être tendance. Il voulait être le futur. Il voulait être le futur. Facebook, c'est le futur, on vous l'a toujours dit. Sur ce, je vous présente Disco, c'est un perroquet. Je trouve que c'est une transition parfaite. Disco is a tapping bird, a tapping bird. Beep, 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 beep. Yeah, bird, bird, bird. Beep, 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 beep. Yeah, bird, bird. On appelle ça la virgule What the fuck, qui porte très très bien son nom cette semaine. Et maintenant, c'est l'heure du quartier libre. Rebonjour Adrienne. Rebonjour de Wikimedia France, Adrienne Alix. Tu étais déjà venue dans le podcast d'écran.fr à l'époque. Il y a longtemps. Mais oui, il y a longtemps, mais c'était bien. Donc en fait, tu reviens, c'est super, on est très contents. Et en fait, tu viens nous parler du Wiktionnaire. Alors le Wiktionnaire, c'est dans la grande galaxie de Wikipédia, Wikimedia, tout ça. Oui, en fait, le Wiktionnaire, c'est un dictionnaire, comme son nom l'indique, et un wiki. Donc, c'est un des projets frères de Wikipédia, avec d'autres comme Wikisource, Wikibooks, etc., sur lequel pas mal de gens tombent au hasard d'une recherche sur un moteur de recherche, sans toujours savoir vraiment que ça fait partie du même projet. Et en fait, j'en parle parce que ce mois de mars, on fête les 10 ans du Wiktionnaire en français, qui a été créé le 22 mars 2004. Donc voilà, 10 bougies pour le Wiktionnaire en français. Le Wiktionnaire en anglais a été créé un peu avant, en 2002. Et comme c'est un projet que beaucoup de gens utilisent sans forcément savoir les tenants et les aboutissants, qui écrit, voilà, je trouve que c'était intéressant de le mettre un peu en lumière. Alors, ça, Non mais le truc, vas-y, pardon. Non, mais vas-y. Allez, on s'en va. J'ai perdu ce que je voulais dire, c'était à propos du nombre de langues dans lesquelles il était disponible, mais je voulais dire un truc et je ne sais plus quoi. Non, ce qui est intéressant, Moi, je peux te dire le nombre de Mais langues vas-y. dans lesquelles il est disponible. On va gérer ce quartier libre, ne vous inquiétez pas. Il n'y a Vous aucun inquiétez problème. pas, il y a aucun problème. Il est disponible en 122 langues. Et alors, ce qui est drôle, c'est que dans les langues du Wiktionnaire, sont pas forcément l'ordre d'importance n'est pas forcément dans le même ordre que soit le nombre de locuteurs des langues dans le monde, soit l'importance des Wikipédia. Où Wikipédia, on sait que la plus grosse c'est en anglais. Après, il y a en allemand, en français, en néerlandais, etc. Et le Wiktionnaire, c'est pas ça. Le Wiktionnaire, la plus grosse langue, c'est le malgache. Le malgache. Voilà. C'est complètement dingue. Peut-être on peut expliquer Oui, d'abord ce qu'est le Wiktionnaire avant de l'expliquer. Alors oui, ça marche comment en fait Alors, ce Wiktionnaire c'est un wiki comme Wikipédia, avec des articles. Chaque entrée, chaque mot fait un article. On va avoir toutes les rubriques classiques d'un dictionnaire, l'étymologie, l'utilisation des exemples, etc. Le pluriel. Le pluriel, la conjugaison c'est des révélateur. verbes, etc. J'ai encore utilisé hier soir dans l'IB parce que je voulais savoir si le plate-bande au pluriel, le plate prenait un S. De toute façon, Wiktionnaire est ma référence du pluriel et en fait ça prend un S. Et on va pouvoir développer, comme c'est sur un wiki, c'est un peu comme sur Wikipédia, on n'a pas de problème de place et tout le monde peut intervenir, donc on peut développer assez loin la description, les synonymes, les antonymes, les paronymes, plein de choses. Et puis une des grosses particularités du Wiktionnaire, c'est qu'il est très très multilingue, il a une approche vraiment multilingue, alors de plein de manières différentes. La première, c'est très classiquement avec un lien entre le Wiktionnaire en français et le Wiktionnaire en anglais ou en allemand sur la gauche, comme sur Wikipédia, on a des liens interlangues. La deuxième manière d'être multilingue, c'est que dans un article, on va avoir la traduction du mot dans une autre langue, en anglais, en allemand, etc. On va avoir un petit encadré où on va avoir les traductions. Et la troisième manière, qui me semble vraiment super intéressante d'être multilingue, c'est qu'on va avoir dans le Wiktionnaire, par exemple en français, la description en français de mots d'une autre langue. Si on sait que la traduction est jamais ou rarement exactement identique d'une langue à l'autre, il y a des concepts ou des choses qui veulent pas tout à fait dire la même chose. Et c'est super intéressant d'avoir une explication en français d'un concept en allemand, par exemple, ou en malgache ou en arabe. Et donc on a plein de mots étrangers. Il y a à peu près 7000 langues qui sont représentées qui sont à un moment décrites dans le Wiktionnaire. Donc le Wiktionnaire français
français possède des mots anglais, par Il y a exemple. plein de mots anglais, allemand, italien, etc. Donc par exemple, je sais pas, le mot ciao en italien, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est probablement quelque chose de plus complexe que salut. Et donc on va expliquer les différentes significations de ce mot en français. C'est génial. Mais Donc donc, c'est super utile pour les traducteurs. notamment. ça veut dire qu'à terme, le but, ça serait que tous les mots soient disponibles dans toutes les versions linguistiques de Wiktionnaire pour expliquer le concept dans toutes les langues. Voilà, ça c'est le principe de base, c'est ça. Il se trouve que par son développement, le Wiktionnaire s'est développé avec différentes langues, mais il y a un concept un peu fou d'Ultimate Wiktionary qui a été développé notamment par un wikimédien néerlandais et qui est l'idée d'avoir tous les mots de toutes les langues du monde décrits dans toutes les langues du monde. C'est un concept complètement taré, mais Et en même temps, vraiment c'est vrai super qu'une intéressant. fois qu'on arrive là, Après, il n'y a plus grand-chose il n'y à a plus faire. grand-chose à faire. Après, C'est bien d'avoir une limite supérieure. Là, je pense qu'on atteint une limite assez haute. Quoi. Et il a calculé le Je crois pas, je sais pas. Mais, ouais. nombre de pages par langue. Ah. Mais voilà. Ah Voilà ouais. comment fonctionne le Wiktionnaire. Et donc il y a une communauté, comme sur Wikipédia, il y a une communauté de contributeurs. Sur le Wiktionnaire, il y a une communauté de contributeurs qui travaillent à importer des mots. Et sur ce sujet, alors moi c'est toujours mon interrogation, c'est, j'avais déjà posé la question à un autre intervenant de Wikimedia, mais autant je comprends la motivation des contributeurs de Wikipédia, c'est vrai qu'on est peut-être expert où on veut s'intéresser à un sujet, où on est expert dans les Pokémon ou l'histoire médiévale, et donc on se dit je peux apporter ma pierre à l'édifice communautaire qu'est Wikipédia, donc je vais participer à Wikipédia sur les pages médiévales, ce genre de choses. Et j'arrive moins à comprendre la motivation pour participer, parce que ça doit être super chronophage, ça doit prendre un temps dingue d'organiser, de gérer les entrées, de vérifier tout ça. On sait quelle est la motivation C'est la même. Mais il y a des gens qui sont C'est la passionnés même. par les langues. Ouais, il y a plein de gens qui sont passionnés par les langues et donc c'est exactement la même motivation. C'est pareil. Il y a pas mal de wikipédiens qui de temps en temps contribuent sur le Wiktionnaire parce qu'à un moment il y a un mot à expliquer, etc. Et puis il y a des gens qui sont vraiment des contributeurs du Wiktionnaire qui aiment ça et qui contribuent de manière très très massive sur le Wiktionnaire. C'est passionnant. Est-ce qu'on a des guerres d'édition? Je pense, oui. Oui. Moi, j'en ai jamais vu. C'est moins actif que sur Wikipédia. On a l'impression qu'il y a moins de trafic, etc. Mais oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a la même recherche stricte des sources et des références? Par exemple, quand c'est un mot qui est directement tiré d'un dictionnaire officiel en langue française, c'est bon. Mais par exemple, quand il y a un nouveau mot familier ou un nouveau mot qu'on commence à utiliser depuis quelques années lié au jargon Internet ou des trucs comme ça, est-ce qu'il faut valider aussi par des références Ça va officielles? être sourcé, oui. À chaque fois, Sur, il va falloir aller sourcer le mot pour attester qu'il est bien utilisé et utilisé depuis un certain temps et dans des contextes différents. C'est pas juste quelqu'un qui a inventé son petit mot dans son coin. Donc oui, il y a la même recherche de sources que sur Wikipédia. C'est trop bien. Et alors, un des trucs qui me fascine aussi sur le Wiktionnaire, c'est la prononciation. Il y a des petits players avec des fichiers audio pour prononcer le mot. Ça, c'est des Wiktionnairiens, enfin, je sais pas comment on dit, les gens qui contribuent au Wiktionnaire, qui le font eux-mêmes. Oui, exactement. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on peut avoir sur certains mots la prononciation, par exemple, en français parisien, en français du sud de la France ou en français québécois, ce qui fait qu'on prend aussi en compte les accents. Et ça, c'est intéressant parce que une des idées qui sous-tend le Wiktionnaire, mais qui sous-tend Wikipédia aussi, c'est tout l'aspect de la diversité linguistique, culturelle, etc., qui est plutôt à valoriser, à enrichir. Et sur le Wiktionnaire, je trouve qu'elle porte particulièrement elle tient particulièrement sa place. Grâce à ces petits fichiers audio, on se rend compte que le français, ça peut être parlé de plein de manières différentes, etc. C'est chouette. On a une idée c'est quoi le succès du Wiktionnaire par rapport à Wikipédia? En visibilité, en Ouais. audience. Alors, c'est beaucoup moins consulté que Wikipédia, mais en fait, quand même pas mal. C'est aux alentours de 40 millions de pages vues par mois. Donc ça fait un peu plus d'1 million par jour et ça fait un peu plus de 5000 pages vues par heure. Alors Wikipédia je parle du Wiktionnaire en français. Wikipédia en français, c'est à peu près 800 000 pages vues par heure. Donc on est dans un rapport c'est pas la même pas échelle, du tout, mais, c'est pas la même ouais. échelle. Mais c'est quand même pas mal, je trouve. Il y a beaucoup de sites internet, je pense, qui aimeraient avoir plus d'1 million de pages vues par jour. Donc ça fonctionne bien, c'est très discret, mais en fait, de plus en plus, les gens connaissent et vont dessus et ils reviennent. Quand on surtout. tombe dessus une fois, on a plus envie d'aller ailleurs. C'est ouais. vraiment les autres sites de dictionnaire, enfin la concurrence est nulle à côté. Hein.
On n'a jamais, mais on n'a pas autant de choses. On trouvera jamais les anagrammes, les paronymes, les homonymes, le pluriel, la prononciation et tout ça. En plus, le tout sans pub. Il manque l'onglet expression du dictionnaire TV5 médiatique. Pour faire le titre, tu veux Voilà, dire? pour faire les titres de Libé. Moi je dis ça, hein, il suffirait qu'il y ait l'onglet expression dans le dictionnaire. Et... Mais il y en a. Il y a hein, des moi, expressions. quand on trouve rien dans du coup des expressions, j'y vais. Il y en a quelques-unes. Ouais. Je contribue. Oui, bah oui, on pourrait s'y mettre, Eh ben, merci Adrienne. T'avais d'autres choses à... Non, pas spécifiquement, à part de dire d'aller consulter et de contribuer Et éventuellement. puis bon anniversaire aussi au Wiktionnaire. Et bon Voilà. anniversaire Ouais. au Wiktionnaire. Et c'est l'heure du potager du web. Attention, si vous n'avez pas commencé 2048, vous pouvez passer, mettre en pause, enfin bon. Sauver votre vie. Assumez après, hein, on vous aura prévenu. Le potager du web. C'est l'histoire d'un petit jeu pour mobile qui s'appelait 3. Threes. Non. En anglais. Oui. Ouais. Mais c'est parce que je commence d'abord en français parce qu'on est en français. D'accord. Et tu utiliseras le Wiktionnaire pour voir comment ça se dit en anglais. Hein, qui avait été fait par un game designer qui s'appelle Asher Volmer, qui travaille dans le studio Cerveau. Il faut rendre à Cerveau ce qui appartient à Cerveau. Et 3, ça consistait donc, c'était un jeu pour mobile, à additionner des 1 et des 2. On avait sur une grille des 1 et des 2. Si on fait glisser le 1 sur le 2, ça fait 3. Après, si on a 2, 3, qu'on fait glisser le 3 sur le 3, ça fait 6. Et puis ça fait 12, et puis ça fait 24. Et comme ça, jusqu'à ce qu'on atteigne le plus haut score possible avant que la grille soit pleine de cases, qu'on n'arrive plus à les fusionner et que ça soit game over. Et ce petit jeu qui est sorti le 2 février 2014, il était bien. Hein, on regarde à quoi ça ressemble. What's up? Hello. Voilà, c'était rigolo, ça a eu des très bonnes critiques, les gens ont dit que c'était à peu près le jeu parfait pour jouer dans le métro sur son mobile, mais il lui manquait un truc, il lui manquait un ingrédient magique, un objectif. Alors un autre game designer, Jason Saxon, a commis un gros plagiat en sortant 1024 sur iPhone. Alors c'est comme Threes, le graphisme est complètement pompé, sauf qu'on s'embête plus à additionner des 1 et des 2, il y a juste des 2, et les 2 font des 4 et des 8, et il faut aller jusqu'à 1024, comme ça au moins on sait où on va. Ça ressemblait à ça. C'est vraiment un gros plagiat. Ouais. Moi le mec je l'aurais attaqué direct. On va voir que c'est pas vraiment l'ambiance d'attaquer direct. Non. Dans ce sujet. Donc là, c'est un très bon jeu, tout le monde a adoré. Mais il lui manquait un petit peu de difficulté. Alors un autre game designer, Gabriele Chirouli, a commis un gros plagiat, du haut de ses 19 ans, parce qu'il a 19 ans le mec, en sortant 2048. Ou, c'est pareil, sauf qu'il faut atteindre 2048. Et c'est aussi en navigateur web. Donc Oui. c'est aussi accès Voilà, libre sur c'était Internet. non seulement sur mobile, mais c'était voilà. aussi sur le web. Voilà, c'est un petit peu accéléré. Hein. On va pas aussi vite dans la vie. Faut réfléchir aussi un petit peu à ce qu'on fait. Et là, succès immédiat sur le web, avec 4 millions de visiteurs en une semaine sur ce jeu. À l'époque, on avait fait un petit chronophage sur écran, et puis on était passé à autre chose, parce qu'on avait un chronophage à trouver chaque jour, et puis... Sauf que, une semaine après, il y a nos collègues qui commençaient à nous en parler, ils avaient essayé ce jeu qui s'appelle 2048, bah oui, c'est sorti la semaine dernière. Et ça a pris... trop en avance. Mais c'est ça, On on était était trop en avance, et ça a était pris une avant tout le ampleur monde. dingue, sans qu'on le voit arriver. Pourquoi ? Parce qu'il l'avait mis sur GitHub, qui est un site qui permet de mettre en ligne des pages de code et des projets, et que c'était en open source et en licence libre. Et à partir de là, les gens donc, ont téléchargé les fichiers et ils ont refait leur propre version. Donc au début, il y a juste un mec qui a fait une version alternative où il fallait arriver à 2584 au lieu de 2048. Après, il y a un type qui a fait la version où il fallait arriver à 9 799 milliards 254 740 992. C'était très rigolo. Il y a un mec qui a fait la version 3D. On avait les trois faces d'un cube et il fallait imaginer le truc en 3D pour arriver à 2048. Et on a commencé vraiment à s'amuser et à avoir différentes variantes. Là, c'est la version Doge. Doge, c'est ce chien même qui dit des trucs débiles du genre « Waouh, so much fun !» Et là, on n'a plus les chiffres, on a seulement des images et on change d'image à chaque fois, donc c'est beaucoup animés, plus en plus. des gifs animés. C'est beaucoup plus compliqué. Il y a un type qui a fait un générateur de 2048. Il suffit de choisir les images, on les upload, qu'on veut mettre à la place des chiffres, et là, tout le monde peut faire son 2048. Ça s'appelle Make Your Own 2048. Tout le monde peut le faire en 30 secondes. Alors, il y a eu la version Boobs, la version Beat, la version Footballer, la version Doctor Who. Il y a Slate qui a fait une version municipale avec les candidats qui était très drôle. Il paraît même qu'il y a une version Libé. Je sais pas, j'ai pas vu. Moi,
J'ai vu, oui, j'en ai entendu parler. Et après, ça a commencé à être détourné de façon vraiment intéressante. On a notamment le blogueur Moon, dont on avait déjà parlé à l'époque quand il avait un super blog, qui a fait une version où il faut faire une recette de gâteau. En fait, on suit une histoire, il n'y a plus de chiffres, mais si on met du chocolat avec du chocolat, après on rajoute du beurre, après on rajoute du sucre, de la farine, et à la fin, ça fait un gâteau. C'est tellement joli que ça a été la version que j'ai le mieux réussi jusqu'à présent. Et il y a même Pourquoi un gâteau. du chocolat. Il y a même un type qui a fait un Flappy Bird 2048 qui ressemble à ça. Parce C'est qu'Adrienne, vachement t'es un peu accro à 2048, c'est ça. En fait, 2048, c'est un peu le jeu pour les non-joueurs, Voilà. n'est-ce pas? Et t'es arrivé quand même à 2048 Ouais, une fois, peut-être deux, je sais plus, mais quand je suis arrivée pour la première fois, je suis arrivée à 2 fois 1024, j'ai fait une copie d'écran, ensuite j'ai fait 2048, j'ai refait une copie d'écran, j'ai tweeté le truc, j'ai honte de moi, mais je l'ai fait. Ah oui. Et je suis pas la seule à l'avoir fait. Voilà. Mais non, non, pourquoi honte oulala, non. Voilà. Il y a une question que j'ai toujours rêvé de poser aux gens qui ont réussi 2048, c'est pourquoi? Pourquoi, quoi? Pourquoi 2048? Parce que la vie est comme ça. Pourquoi t'es toi-même? Ce qui est rigolo, c'est D'accord, que Gabriel Cirulli, donc le Oui. designer italien, a mis très très longtemps à arriver à Mais oui, 2048. mais c'est marrant. Et lui aussi, Ça, il a c'est tweeté bien. On le voit en encore 2 sur la- images, Ouais. 2 fois 1024, image 2048. On le voit encore sur la page officielle du jeu, quand il Ouais. est d'abord mis en ligne, il y a marqué « Le but c'est d'arriver à 2048, même si moi j'y suis jamais arrivé Voilà. ». C'est drôle. En tout cas, on a des stats, il paraît que 1% seulement des 75 millions de parties jouées ont été remportées. Bah, pas Et par il y a- moi. il y a- Moi, je dis 0. Il y a un type qui a développé même une intelligence artificielle pour résoudre les parties à notre place, et même l'intelligence artificielle n'y arrive qu'à 90%. Avec ce qu'on appelle la stratégie du coin. Mais on Oui, vous en c'est parle un pas. peu la On stratégie. va pas Essayez, rentrer dans les. essayez, On va vous. pas La rentrer dans les. stratégie des 3 flèches. La stratégie C'est des super 3 important. flèches. La stratégie du coin. Il y en a une qu'il faut jamais utiliser. Attention. Bon, en tout cas, merci le logiciel libre. Voilà, merci le logiciel libre, Parce que pas de c'est- pub. ouais. Cirulli s'est pas fait C'est un grâce à- centime avec ce Ouais. projet-là. Et en tout cas, c'est ce qui a permis aussi toute cette créativité autour du principe même. Donc voilà, merci le Ça aurait logiciel. jamais marché sinon. Il y a quelqu'un qui aurait fait 4000, je sais pas. Qui l'aurait revendu à Facebook. Et voilà. Pour 2 milliards. Quand même, il va peut-être regretter un peu. Ben on a un peu le temps, un petit peu le temps, de parler du FC Que Choisir, qui on a un petit peu marre des conditions générales d'utilisateurs, de Ouais. nos petits géants de l'Internet. Depuis 2013, ils en avaient marre parce qu'ils disent que les conditions générales des 3 plus grands réseaux sociaux sont elliptiques et illisibles et qu'on n'y comprend rien. Donc là, ils ont eu beaucoup de discussions avec ces 3 réseaux qui n'ont pas voulu changer quoi que ce soit. Donc ils les traînent maintenant devant le tribunal de grande instance de Paris. Alors en gros, ce qu'ils leur reprochent, c'est de s'octroyer une licence mondiale, universelle et sans aucune limitation pour utiliser les données personnelles des gens et notamment les revendre à des régies publicitaires sans avoir prévenu les gens en leur mettant en gros vos données sont revendues à des régies pub pour faire du ciblage publicitaire. Et donc ils se font du fric non seulement sur le dos des gens mais surtout à leur insu. Parce que franchement, qui va lire les 10 pages de conditions d'utilisation? On coche oui j'ai lu, j'accepte et on le fait pas. Et donc eux ils demandent que ça soit plus lisible, plus simple, qu'ils arrêtent de mettre des liens qui renvoient vers des pages écrites en majuscules et en anglais parce que du coup personne les lit et du coup à la fin les gens savent pas. Et ils disent quand même avoir recensé 180 clauses litigieuses Chez l'un des 3 réseaux sociaux, ouais. chez l'un des 3 réseaux C'est pas le sociaux. cas, ça fait beaucoup. C'est quand même un peu sale. Ouais, c'est un peu ça. Mais bon, le problème des CGU, c'est le même partout. Il faudrait arrêter. Mais c'est vraiment issu de la culture du contrat américaine où on te met tout parce qu'on a peur d'avoir le moindre procès, mais du coup, ça devient illisible. On ne sait pas ce qu'on accepte et surtout, on accepte n'importe quoi. C'est la base du truc. Et donc, ils vont attaquer. Ouais, c'est fait, normalement. C'est fait, donc ils ont attaqué au tribunal Twitter, Facebook et Google. On rappelle que Google a écopé de 150 millions d'euros. 1000. Enfin. Ah bah oui, c'est vrai que ça aurait été une vraie amende à 550 millions. Ils ont écopé de 150 000 euros, hein, donc D'amende de la CNIL, ouais. un peu moins de Pour à peu près les mêmes raisons. Ouais, Il y a peut-être un moment où ils vont faire quelque chose. ouais, c'est peut-être. Où ils s'en foutent vraiment. Ou peut-être qu'ils s'en foutent Je vraiment. crois et que qu'ils pourraient s'en foutre vraiment. 150 000 euros Et pour c'est- l'instant. et Non. Non, mais en fait, C'est pas leur genre. Par contre, ce qui était plus intéressant dans la CNIL, c'est que pendant 3 jours, quand même, ils ont dû afficher le petit bandeau, l'arrêt de la CNIL. Et ils ont fait un DDoS sur le site sur de le la site de CNIL à cause de ça. C'est fini, du coup, pour le sujet. Il ne reste plus que les poils. Ouais. À poil. Ouh.
Les poils d'aujourd'hui, c'est un chien qui a attrapé une balle. Ou plutôt qu'il l'attrape pas. Pardon. C'est qu'on s'amuse de peu dans Ah, doué, hein. C'est vraiment un boulet. Ok, et le 56cast c'est terminé. Merci Adrienne Merci de de m'avoir. Wikimedia pour ce quartier libre, pour le Wiktionnaire. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine sur No Life et sur Libération, bien sûr. Ciao. Salut.